À quelques jours de la présidentielle suivante, 4 gendarmes sont tués en Nouvelle-Calédonie et une vingtaine d'autres sont retenus en otage par des indépendantistes kanaks au fond d'une grotte de l'île. Pour résoudre cette crise, le gouvernement Chirac décide d'employer la manière forte. Et pour la première fois, les hommes du GIGN vont se retrouver mêlés à une véritable opération militaire. Une philosophie contraire à celle du groupe. Alors le commandant de l'unité, le capitaine Le Gorju, va s'employer à défendre une sortie de crise qui éviterait l'emploi de la force. J'imagine pas un seul instant qu'on donnera un assaut sur cette entité-là. Pour moi, on est, sauf à ce qu'il y ait un commencement d'exécution des otages sur place, j'imagine que la négociation va être l'axe de travail principal. Et je suis entièrement concentré là-dessus. Et en même temps, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et pourquoi? J'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il a été décidé par le gouvernement Chirac, avec l'accord du président de la République du camp soi-disant opposé, il a été décidé de donner un assaut pour que il soit mis fin à cette prise d'otage avant l'échéance du deuxième tour. Le dénouement est inéluctable. Les hommes du GIGN sont désormais en ordre de marche. Il reste 48 heures avant l'offensive. Il y a un prêtre sur place et la veille de l'assaut, j'ai besoin d'aller lui parler. Je suis croyant et j'ai besoin d'aller lui parler. Si je pars, eh ben je veux dire certaines choses. Je veux dire pardon pour la violence qu'on est amené à donner, le sang qu'il peut y avoir, la disparition des vies, la mienne déjà, parce que j'ai peur. Et j'ai besoin de le confier à quelqu'un qui n'est pas du GIGN, mais je le confie au père Brard. Voilà. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui était chaud, bouillant. Et donc là, dans la tête, il se passait plein de choses. Est-ce qu'on va revenir? Parce que là, on savait que déjà, quand on a vu comment ça se passait, on s'est dit ça va certainement, tout le monde ne va pas revenir. Et puis là, on est monté à l'assaut et ça a commencé à tirer. Parce qu'il y avait des Kanaks qui étaient dans les arbres, qui avaient mis des abris dans des postes de combat dans les arbres. On l'a su après on voyait, on avançait, on voyait bien. Et donc ça partait dans tous les sens, les rafales, ça tirait. Et donc on entendait les balles qui sifflaient, même il y avait des balles qui atterrissaient dans les arbres et tout. Et moi j'ai continué à avancer, à glisser sur la gauche, donc pour aller vers la grotte. La guerre, c'est ça. C'est ça. Ces bruits, ces violences, c'est des cris, c'est des gémissements. Il y a tout qui est réuni en même temps. Vous avez l'impression que c'est au ralenti, que ça s'accélère. C'est complètement dingue. Vous avez tous vos sens qui sont éveillés. Vous êtes comme un animal qui est en survie. C'est inouï, quoi. Personne n'est tombé, donc c'était un soulagement immense. Un soulagement immense. Je regardais autour de moi et je disais, merci. Merci la chance qui a été avec moi ce jour-là. Moi, je suis un passionné de photos, donc j'ai toujours mon petit appareil avec moi. Tout ça. Je fais 2 ou 3 photos. Je portais mon attention sur la vie retrouvée. On a retrouvé nos camarades et j'ai fait ces instantanés sur leur visage. Zaza, le grand Dubois, Alain Guillotot qui pleure. Dans les otages, il y a un gendarme mélanésien qui pleure. Enfin, tout le monde pleure, moi je pleure. Enfin bon, on est dans un truc de dingue, quoi. On est lessivés, on a vieilli de 20 ans. J'ai fait une photo de Jean-Claude dans l'hélicoptère où il pleure. Hein. Ça reste des hommes. Hein. Vous passez par des trucs comme ça, ça vous marque à vie. Hein. On voit que les photos, à ce moment-là, elles trahissent pas, quoi. À 6 h du matin, l'opération Victor est déclenchée. Les forces de gendarmerie et des commandos militaires partent à l'assaut de la grotte.
Le bilan sera terrible. 21 morts, 19 indépendantistes et 2 militaires. On a cette sensation d'avoir réussi, les otages sont libérés. Voilà, c'est une sale affaire quand même. Des gendarmes ont été abattus, des militaires sont morts dans l'assaut. Nous avons des blessés, il y a des blessés graves. Sans parler des indépendantistes également qui sont morts hein, dans leur engagement. Hein. Quel gâchis, quoi. En résumé, quel gâchis, quoi. Le prix à payer pour la communauté kanak est un prix qui est beaucoup trop douloureux. Et ce prix-là, il est, pour moi, il ne fallait pas l'engager. Est-ce qu'on pourrait savoir quand, précisément, la décision, l'instant de la décision a pu être pris d'intervenir en Nouvelle-Calédonie? La décision finale a été prise par le Premier ministre hier soir. La décision étant de la responsabilité exclusive du gouvernement. Donc c'était bien entendu, comme l'avait dit M. Chirac, que le gouvernement gouverne. Monsieur le ministre, je vois que Raymond Barre, juste une petite insertion, déclare que l'ordre, effectivement, devait être rétabli en Nouvelle-Calédonie, mais il déplore tant de vies perdues. Eh oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On avait le choix entre risquer la mort de 25 Français détenus en otage. Lorsque les négociations n'aboutissent pas, on doit à ce moment-là utiliser tous les moyens pour que force reste à la loi. On peut toujours se lamenter, ça ne sert à rien. C'est un raté politique total. On aurait décorrélé ce temps électoral du temps humain de la négociation. Hein, ma conviction est quasi totale. Nous sortions, toutes les personnes impliquées dans cette prise d'otage, nous les sortions vivants. Et j'aurais, pour l'histoire du GIGN, j'aurais préféré que ça se passe comme ça. En parallèle de cette instrumentalisation politique, une crise profonde est en train de se nouer au sein du groupe. Pour la première fois, des gendarmes remettent en cause leur commandant. Ils lui reprochent d'avoir quitté son poste. Philippe Le Gorju s'est éclipsé juste avant l'assaut. Alors c'est le sous-officier Michel Lefebvre qui s'est chargé de diriger les opérations à sa place. Au retour, les gens lui tendaient le dos. Qui? Les gens du GIGN, tous les gendarmes, lui tournaient le dos. Ils n'ont pas pardonné le fait de ne pas répondre présent dans un moment où leur chef aurait quand même pu être là pour qu'on soit ensemble. Mais là, les gens se sont rendus compte que j'étais seul et que c'est moi qui ai pris toutes les responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que la décision de l'assaut a été prise, moi je suis rentré dans le mouvement de l'assaut. Il y a eu une nuit de marche complète pour arriver sur la base d'assaut au départ. J'étais dans un état d'épuisement total. J'étais dans l'incapacité physique de mener, et mentale de mener cet assaut. Et Michel a très bien fait. On vous l'a reproché au sein du groupe, au sein du GIGN? Bien sûr, bien sûr. Il m'a reproché de ne pas jouer mon rôle de patron du GIGN au moment de l'assaut. Et moi, je n'ai pas eu non plus le courage, là, pour le coup, de leur dire, je ne suis pas en état, je viens pas ou je fais autrement. Mais de retour en métropole, le capitaine Le Gorju oublie ses défaillances, occupe le devant de la scène. On était confrontés à de vrais combattants qui se sont battus jusqu'au bout, qui se sont défendus bec et ongles, l'arme à la main, et qui n'ont absolument pas voulu céder au cours des assauts. Il avait eu l'occasion, lui, de discuter avec les journalistes, et donc il a pu raconter ce qu'il voulait. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Que quelqu'un qui refuse de monter à l'assaut, en arrivant en France, on le reçoit comme un héros. Je trouve que c'est un peu gros. Moi, je ne demande pas à être reçu comme un héros, mais je ne demande pas non plus à passer comme ça, sous silence, et qu'on dit, c'est Le Gorju qui a tout fait. Je dis non, il n'a pas tout fait. Il a essayé de négocier, il a raté, et le reste, c'est moi qui l'ai fait.